c'est bon pour moi. Si nous voyons aujourd'hui, dans nos sociétés, le travail s'éloigner des productions purement nécessaires pour le profit des capitalistes, ainsi que les machines virées d'outils capables de soulager le fardeau de l'humanité face à ces différentes tâches vers un moyen de précarisation du prolétariat, pouvant soumettre les corps, en bref, le quotidien glissé de plus en plus vers une vie estropiée au profit des capitalistes, Mayakovsky tirait déjà en 1914 le même constat au sujet des artistes et, plus précisément, des poètes et poétesses. Le drame décrit par Mayakovsky est que Yale se sont retrouvés à être des auteuristes d'œuvres mesquines et médiocres. Les producteuristes de sous-œuvres, de petits spectacles divertissants quand Yale pourrait être ouvrier et ouvrière du réel. Voici comme il dépeint le mythe de l'artiste génial. Autrefois, je croyais que les livres se font ainsi. Arrive le poète, ouvre la bouche sans effort, et le simplet inspiré se met aussitôt à chanter. Ce n'est pas plus difficile. Légende qui fait des poètes et poétesses des êtres à part du réel, touchés par une grâce extérieure. Cette mise en lien avec un plan mystique sert surtout à les éloigner du monde véritable, sur lequel Yale ont pourtant leur seule prise. Et ainsi, Yale, les plus aptes à décrire le réel, s'en désintéresse. Et la vérité ne peut plus être dite par personne. Tandis que l'on concocte, graillonnant quelques rimes, Dieu sait quelle soupe de rossignol et d'amour, la rue se tord atteinte de dyslinguisme. Elle n'a rien pour crier ou tenir des discours. Non seulement les poètes et poétesses ne s'intéressent plus au réel, mais celles qui le fréquentent sont tenues éloignées de l'envie poétique par un quotidien nivelé vers le bas. Yale, non plus un réel à explorer, mais un espace de production et de consommation restreint ou stagné. La rue trimbalait sa torture en silence. Son cri restait planté dans sa glotte comme une arête. Coincé en travers de sa gorge se hérissaient les carrioles osseuses et les taxis replets. Les piétons aplatirent sa poitrine comme une crêpe, plus plate que celle d'un phtisique. La ville a bouclé la route par ses ténèbres. La standardisation du quotidien a réduit l'imaginaire et les capacités de l'exprimer. L'individu moyen est désarmé. Tandis que dans sa bouche, les cadavres des mots morts pourrissent, n'en laissant que deux enflés et vivants, salauds, et un autre, peut-être choucroute. Voilà la douleur de Mayakovsky, poète véritable qui se sait le catalyseur du savoir qui peut élever l'humanité entière. J'ai peur que ma mémoire perde ton nom, comme le poète craint de s'aliéner le mot. L'art ne doit pas s'éloigner du réel. Il ne doit pas y préférer un fantasme, une idée intangible prétendument supérieure. Moi qui sais qu'un clou dans mon soulier crasseux est plus affreux que Goethe, toutes ces chimères. Il doit se répandre dans le monde matériel, rester organique, rester un témoignage des sens. Les veines et les muscles sont plus sûrs que les prières. L'art doit donc être pratique, utile. Mais il ne doit pas servir n'importe quoi. Il ne doit pas devenir le masque d'une bête immonde, le sucre dans le poison. Il n'est pas question de devenir l'auteuriste du discours qui romantisera la barbarie, le ou la peintre d'affiches publicitaires, des créatrices de divertissement. L'artiste doit être un mélange entre l'œil scientifique qui étudie les rouages du monde et les techniciens et techniciennes qui savent employer leurs outils pour répandre dans le monde matériel leur savoir. Et c'est à nous de les prier humblement. Aidez-nous. En attendant l'aumône d'un oratorio ou d'un hymne, nous qui sommes les créateurs d'un hymne incandescent, le fracas du laboratoire et de l'usine. Mais ce savoir ne doit pas être un savoir froid, se suffisant à lui-même. Il doit être appliqué pour lire le monde. Ainsi, l'observatrice ne doit pas sombrer dans une posture passive, Et c'est à nous de guetter les aumônes du temps. mais au contraire s'impliquer. Partout où ça souffre, je suis présent. Sur chacune des gouttes de la coulée des larmes. Je me suis à chaque instant crucifié. C'est cela qui permettra à l'artiste de dépasser sa condition, de se transcender. Je vois celui qui vient franchissant les montagnes du temps, et dont je suis le seul à deviner l'approche. Là où s'arrête l'œil Camus des hommes. On retrouve ici un lien entre une avant-garde révolutionnaire et une avant-garde artistique. C'est ce qui permet de tirer un trait sur ce qui s'est fait avant. Sur tout ce qui s'est fait, j'écris le mot nihil. Et de
se poser dans une posture de provocatrice qui vient insolemment transmettre, si ce n'est le réel, au moins une proposition radicale. Votre pensée, qui rêvasse sur votre cervelle ramollie, tel un laquais obèse sur sa banquette graisseuse. Je m'en vais de l'agacer. D'une loque de mon cœur sanguinolent, et me repaître à vous persifler insolent et caustique. Mais cette élévation personnelle de l'artiste n'a de valeur que si celui-ci emploie son art à élever en même temps l'humanité entière. Si Yel se fait le relais du monde comme un apôtre se ferait le relais de la parole du Christ. C'est ainsi que le titre originel du poème, Le 13e apôtre, doit être compris. Son œuvre est donc nécessairement tournée vers les autres, vers un nous, un on. nous, au visage fripé comme un vieux drap, aux lèvres pendantes comme un lustre. Nous, les bannières de la léproserie urbaine, que l'or et la saleté ont recouvert d'ulcères. Nous sommes plus purs que l'azur vénitien, lavé 100 000 fois par les soleils et les mers. On s'en fiche que les Ovides et les Homères soient vides de gens comme nous, grêlés par la suite des industries. Car je le sais, le soleil serait terni devant les filons d'or que nos âmes recèlent. Pour Maïakovski, apôtre de son temps, il n'est pas question d'avertir de l'arrivée de Dieu, mais de celle de la révolution, qui naîtra inévitablement des contradictions inhérentes au capitalisme. À la tête des hordes affamées, couronnée des épines des révolutions, advient la 916e année. Et moi, pour vous, je suis son Jean-Baptiste. Il s'inscrit donc dans un mouvement de progrès, et ainsi le but de l'artiste ne doit pas être la production d'un chef-d'œuvre indéboulonnable, mais celle d'une étape vers l'émancipation entière du genre humain, et qui donc finira par être dépassée dans un mouvement dialectique. Et quand, saluant sa venue par la rébellion, vous vous porterez au devant du Messie, j'arracherai mon âme, la piétinerai, pour qu'elle soit agrandie, et vous la donnerez sanglante en guise de fagnon. Ce que nous devons retenir de Maïakovski aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas d'art en dehors du monde, qu'il est notre seule source d'inspiration et notre seul espace d'expression, que ces expressions artistiques doivent être des propositions fortes faites au public, un point de rencontre entre ce qui est, le public, et ce qui pourrait être, afin de créer une expérience qui peut nous mener collectivement à la découverte d'une vérité. Quand bien même cette découverte serait grande, elle ne doit pas résulter en la création d'idoles, mais elle doit être ingérée, puis dépassée, pour découvrir plus loin encore. Enfin, aujourd'hui, le travail s'est d'autant plus éloigné de sa nécessité première, répondre à des besoins par la transformation d'une matière première, pour de plus en plus dériver vers un spectacle qui justifie l'accumulation de capitaux entre quelques mains. Le travailleur moyen ne peut donc plus retrouver un réel bonheur à sa tâche puisqu'il ne s'y reconnaît plus, et pour compenser à ce mal-être, qui pourrait le pousser à la révolte, le capitalisme lui propose un certain nombre de soupapes de sécurité. L'une d'elles est ce petit art du divertissement qui fleurit partout. Si aujourd'hui on conserve le souvenir d'un Maïakovski déclamant à pleine voix ses poèmes, c'est bien parce que l'art doit être un moyen de revitaliser nos espaces communs, de nous créer des rencontres entre ces autres que nous ne faisons que croiser dans ces lieux de quasi non-existence imposés par le capitalisme. Car les crises qu'il nous apporte ne sauront être dépassées qu'avec des solutions communes, portées par des êtres s'investissant tous dans cette révolution. Et l'art peut être le point de rencontre qui engendrera notre solidarité nécessaire. De plus, si Rosa Luxembourg affirmait 6 mois de révolution feront davantage pour l'éducation de ces masses actuellement inorganisées que 10 ans de réunions publiques et de distribution de tracts. ce que nous croyons vrai, alors faisons de nos œuvres le théâtre d'expérimentation révolutionnaire. Faisons le temps d'un poème l'expérience véritable d'une communauté réellement nouvelle.
Ne nous contentons plus d'œuvres traitant mollement d'un sujet. Profitons pleinement de l'opportunité réelle qu'offre l'art en rassemblant autour d'une œuvre une micro-société que nous pouvons façonner un instant. Mayakovsky, en tant qu'agitateur et grand provocateur, dessinait déjà lors de ses représentations une société nouvelle. Et la culture, c'est la conscience partagée d'un progrès possible. Et l'histoire nous prouve qu'il s'agit d'une arme viable. Rappelons-nous que c'est bien pour mettre à terme à sa production intellectuelle que le gouvernement fasciste a fait emprisonner le marxiste Antonio Gramsci, que les franquistes ont fusillé le poète Federico García Lorca avant de faire interdire son œuvre, que les nazis sabotaient les représentations de Bertolt Brecht avant son exil, puis que Yale détruisirent son œuvre dans un autodafé après. Qu'une des premières productions théâtrales nazies comportait la réplique Quand j'entends parler de culture, je relâche la sécurité de mon Browning. Alors, retenons. Nous avons le droit à l'erreur et le devoir à la radicalité si nous voulons jouir pleinement. Il nous faut arrêter